Madame le ministre, savez-vous que le nombre de femmes ministres de l'économie se compte sur les doigts de la main en Afrique centrale? Soit. De toute l'histoire des gouvernements gabonais, vous ne devez pas occuper un rang trop éloigné du top 5. Après lecture éclairée de votre pédigré, nous faisons ressortir qu'avant d'être nommé ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la relance le 17 juillet 2020, vous étiez directeur général adjoint de la dette, une économiste, spécialiste des finances. Vos études, vous les avez suivies à l'Institut national des sciences de gestion de l'Université Omar Bongo de Libreville. C'est là-bas que vous avez décroché la maîtrise en sciences de gestion en 1990. Et en 2005, vous êtes diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du Centre d'études financières économiques et bancaires en France. En fait, l'amour pour l'économie avait déjà commencé en classe de terminale au lycée d'État de l'Estuaire en 1987. Madame Robotimbo, votre carrière professionnelle a pris son envol à la Banque gabonaise de développement en 1994 comme stagiaire. En 1999, chargé d'études à la Direction générale de la comptabilité publique. En 2006, vous passez chef de service de la gestion de la dette. L'administration, vous avez pleinement déroulé vos compétences et sans nul doute la Direction générale de la dette. Entre 2013 et 2018, directeur de la négociation et du suivi des mobilisations. Si vous n'étiez pas déjà membre du gouvernement, peut-être que vous en seriez le directeur général, mais il faut dire que l'exercice du pouvoir exécutif comptait déjà sur vous. En tout cas, vous avez fait vos preuves pour être ici aujourd'hui. Et voici Face à vous avec Nicole Robotimbo. Madame le ministre, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame le ministre et bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir Marielle Biogou. Bonsoir Manix, bonsoir Madame le ministre. Bonsoir Madame Biogou, bonsoir Monsieur Monjo. Madame le ministre, est-ce que être une femme ministre de l'économie en temps de crise sanitaire et crise aussi économique est une tâche difficile pour vous? On va dire difficile, pas vraiment, mais il faut tout simplement être perspicace, être dynamique et pouvoir s'organiser pour pouvoir relever tous ces défis. Je vous donne le programme de ce numéro de Face à vous. En première partie, réservée donc à l'interview en tant que telle, on parlera du plan d'accélération de la transformation et ses prévisions. On parlera aussi de la dette et ensuite on parlera de la vie chère et du dialogue social. Juste après, ce sera donc la phase des questions de vos compatriotes. Après, nous irons donc à la seconde partie réservée au débat avec un contradicteur qui viendra donc sur ce plateau. Vous êtes prête, Madame le ministre? Oui, je le suis. C'est bien. Marielle, on va y aller. Toujours. Allez, face à vous, c'est parti. Madame le ministre, quels sont les secteurs d'activité prioritaires dans le plan d'accélération de la transformation? Alors, ce qu'il faut relever, je voudrais, avant de répondre à la question à proprement parler, je voudrais faire un léger rappel. Vous savez que depuis le second semestre 2014, tous nos pays, surtout les pays exportateurs, ont subi de plein fouet une crise liée à la baisse drastique des cours du baril du pétrole. Donc le Gabon étant un pays exportateur de pétrole, nous avons été fortement impactés. Donc nous avons mis en place sous les hautes institutions du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, et Madame le Premier ministre, nous avons mis en place donc ce que nous avons appelé ici pour pouvoir remédier au sortir de cette période que nous avons pu relever grâce à la mise en œuvre du PRE. Donc nous avons mis en place le plan d'accélération de la transformation qui est un plan triennal, c'est-à-dire 2021-2023, pour pouvoir rétablir les grands équilibres macroéconomiques. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir faire en sorte qu'on relance l'économie. L'heure est à la reprise, comme vous avez pu le constater, oui. Malgré la résurgence de certains variants dans le monde, mais nous pensons que l'économie gabonaise est en train de reprendre avec un niveau de croissance de 1,5% et nous escomptons que d'ici la fin de l'année, nous puissions atteindre au moins 2% et voire plus. Et pour la relance de cette croissance, quels sont les secteurs prioritaires, comme on dit, Madame le ministre? Alors, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que le plan d'accélération de la transformation se repose sur 3 grands piliers. Et c'est cela qui fonde même le plan pour faire en sorte que les secteurs moteurs qui ont été identifiés aujourd'hui, donc en dehors du pétrole, le secteur des mines avec le manganèse, le secteur de l'économie forestière et surtout le secteur agricole, que ce soit ces secteurs-là qui soient portés, ce sont les moteurs de croissance
qui sont identifiés pour pouvoir relancer cette économie. Donc, c'est ce que nous avons appelé dans le plan d'accélération le pivot économique. À côté de ça, vous avez un autre pivot qui est le pivot social, parce qu'il est question ici de repenser le modèle social de l'économie pour faire en sorte que les couches les plus vulnérables puissent avoir les aides et les transferts qui vont directement à ces personnels-là. À ces personnes, vous avez également, à côté de ça, un pilier qui va accompagner le secteur moteur que je venais de citer, donc ce que nous avons appelé le pilier transverse, qui va permettre ici de pouvoir déclencher ce que nous avons appelé des catalyseurs, des accompagnateurs de la relance, avec le secteur énergétique, le secteur, par exemple, au niveau de mon domaine, pour ce qui concerne les finances publiques, il est question de pouvoir repenser le modèle d'optimisation des finances publiques. Alors, donc, Madame la ministre, pour revenir un peu au pivot économique du PAT, vous êtes ministre de l'économie et donc de la prospective. Vous avez signifié qu'il y a 3 secteurs prioritaires. Sur quelle base s'est fait le choix de ces secteurs? Et surtout, pourquoi avant, on n'avait pas pensé à ces secteurs-là pour relancer notre économie? Vous parliez de la crise depuis 2014. Pourquoi ce n'est que maintenant? Ce n'est pas maintenant que nous voulons restructurer l'économie gabonaise. Si vous notez bien, il y a une dizaine d'années, nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait une diversification de l'économie qui soit relancée. Donc aujourd'hui, nous avons, sur la base d'un diagnostic qui a été fait, nous avons analysé sur la base du potentiel de ces secteurs-là, et il a été identifié que le potentiel pouvait être accru, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut développer davantage ces secteurs, parce que nous n'avons pas suffisamment exploité le potentiel qu'il y a dans le secteur minier. Si je prends par exemple le cas du manganèse, qui aujourd'hui est une branche résiliente de l'économie gabonaise, à terme, nous avons l'ambition de pouvoir doubler la production de manganèse et donc l'écoulement du manganèse. Et c'est ce qui fera en sorte que nous puissions accroître notre richesse qui est le produit intérieur brut. Alors on se situe dans une période 2021-2023. À quel moment on aimerait savoir, ou du moins les Gabonais aimeraient savoir, vous comptez faire l'évaluation de ce PAT-là, qui semble quand même un plan assez ambitieux? Le plan est ambitieux dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes donné les moyens de pouvoir réfléchir et savoir qu'est-ce qui peut faire pour accélérer la transformation. Parce qu'il s'agit de cela. Il faut accélérer la transformation. Elle était déjà faite, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'accélérer la transformation parce que nous nous rendons compte qu'avec les quelques chocs que nous avons eus, les 2 chocs que nous avons eus, nous avons une économie qui n'est pas encore suffisamment robuste. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons tout faire. L'évaluation du plan d'accélération de la transformation va se faire. Il se fait sur la base d'une évaluation à mi-parcours. Vous êtes sans ignorer que depuis que le PAT a été mis en œuvre, il y a plusieurs task force dans plusieurs domaines qui ont été mis en place et c'est sur la base de l'évaluation qui va se faire trimestriellement du travail qui se fait par les task force qu'on pourra avoir un retour sur les axes qui ont été identifiés sur le plan d'accélération de la transformation. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu une première évaluation pour ce que vous parlez de trimestriel depuis janvier 2021 qu'il a été lancé. Il y a déjà eu une première évaluation. Qu'est-ce qu'elle a donné, Madame le Président? Oui, une évaluation, on va dire comme on est en train de lancer le processus. Ce ne sera pas la meilleure des évaluations. Parce qu'il faut d'abord qu'on laisse à tout ce dispositif-là le temps de pouvoir, comment dirais-je, de pouvoir s'implémenter. Donc il y a un chemin à parcourir. Mais ce qui est sûr, c'est que à la fin du premier semestre 2021, puisque le plan d'accélération a commencé en 2021, nous allons avoir les résultats, nous allons commencer à avoir les résultats de la mise en œuvre de ce plan d'accélération de la transformation. Et quels sont les résultats que vous attendez une fois arrivé en 2023 sur le taux de croissance, Madame le ministre de l'économie? Donc, il a été édicté dans le plan d'accélération de la transformation sur la base des analyses que sur les 3 ans, au terme de la période, nous devons atteindre des niveaux de croissance de plus de 5%. Donc le président l'a dit lors de son discours, nous devons être à plus de 4% parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons la période avant les crises, nous étions déjà à des taux de 3%. Donc nous devons aller au-delà pour permettre que cette richesse-là puisse être une richesse plus inclusive mais surtout durable. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons d'arrache-pied pour que le plan d'accélération de la transformation s'enracine et que les secteurs qui doivent effectivement accélérer, où on doit noter une certaine accélération, puissent prendre le relais. Prendre le relais, pourquoi? Parce que vous savez que nous sommes un pays pétrolier et nous avons forcément, qu'on le veuille ou non,
nous avons un déclin pétrolier qui s'amorce. Donc, il est question de faire en sorte que les secteurs hors pétrole puissent prendre réellement le pas sur le secteur pétrolier pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus résilients. Dans vos calculs, Madame le ministre, à combien se value l'enveloppe globale du PAT 2021-2023? Alors, le PAT s'évalue à une enveloppe de 3 000 milliards sur les 3 ans. Sur les 3 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que cette enveloppe-là, elle a déjà été plus ou moins, elle est financée partiellement. Je m'explique. De quelle manière d'abord, Madame la ministre, avant de vous expliquer s'il vous plaît? Comment est-il financé? Voilà, justement, l'enveloppe est financée sur la base d'abord de nos ressources propres. Oui. Une économie doit avoir ses ressources propres, parce que même lorsque vous allez auprès d'un bailleur de fonds, il va toujours vous demander quelle est votre contrepartie. Donc nous avons des ressources propres. Vous le financez à moitié? Sur les 3 000 milliards, le Gabon finance à moitié? À quelle hauteur? Oui, le Gabon finance l'enveloppe à peu près, pas du tout, à peu près 33% de l'enveloppe. Le Gabon finance donc les 3 000 milliards. À côté de ça, vous avez des ressources extérieures qui sont donc des emprunts qui ont été contractés depuis un certain temps, mais vous avez aussi une partie des emprunts à rechercher. Et après ces emprunts, vous avez des mécanismes innovants de financement tels que les partenariats publics-privés qui sont en train d'être mis en place. Et enfin, vous avez le secteur privé qui doit également accompagner la mise en œuvre de ce plan d'accélération de la transformation sur les 3 ans. Avant de passer au deuxième point, combien de task force ont été prévues pour le ministère de l'économie dans le cadre de ce plan d'accélération de la transformation? Alors, pour le ministère de l'économie, vous avez 2 task forces. La première task force, c'est celle de l'optimisation des recettes. Et la deuxième, c'est la task force sur l'appurement de la dette intérieure. Sur le premier volet, c'est-à-dire l'optimisation des ressources, vous savez que depuis 5 ans, nous avons perdu, à cause des crises, à peu près l'équivalent de 400 milliards de francs CFA de ressources propres. Donc, il est question aujourd'hui de faire en sorte que nos services fiscaux, nos services douaniers puissent se réinventer et aller faire une analyse de tout le dispositif qui existe. Aujourd'hui, nous avons des outils tels que la digitalisation qui doit permettre d'accroître ces résultats, mais vous avez également ici l'élargissement de l'assiette. Pourquoi? Nous avons pour ambition d'aller vers l'informel, pour faire en sorte que l'informel puisse être identifié et que nous arrivions à suivre les contribuables, ou on va dire les commerçants, qui ne payent pas encore d'impôts. Donc c'est important, c'est fondamental pour nous, parce que nous avons un terme de faire en sorte que les services financiers puissent avoir les résultats qui sont attendus dans le cadre de la programmation budgétaire qui se fait au niveau des ressources. Vous faites bien de parler de la dette, Madame le ministre, parce que c'est le deuxième axe de notre discussion. Avec 33% des financements propres du plan d'accélération de la transformation, il nous reste 67% des financements extérieurs. Est-ce que vous ne courez pas le risque de surendetter l'État à terme, Madame le ministre? L'endettement de l'État est contrôlé. Vous savez, le plan d'accélération de la transformation a 4 objectifs principaux. Le premier, c'est celui de faire en sorte qu'il y ait cette accélération dont je parlais tout à l'heure. Le deuxième objectif, c'est faire en sorte que nous puissions créer une richesse beaucoup plus inclusive et durable, qui permet de créer des emplois. Le troisième objectif, c'est celui de l'assainissement des finances publiques. Et enfin, le dernier, c'est celui de voir comment nous pouvons renforcer notre position extérieure. Donc, sur le troisième objectif, l'assainissement des finances publiques, il est question d'assainir les finances publiques, mais surtout de maîtriser l'endettement. Aujourd'hui, nous avons une stratégie d'endettement qui est annexée à la loi des finances chaque année depuis 2012. Dans cette stratégie, ce que nous allons mettre dans la stratégie, ce sont les scénarios possibles sur 3 ans qui peuvent permettre de maîtriser l'endettement. Donc le premier, le premier point qu'il faut surveiller, le premier critère qu'il faut surveiller, c'est le plafond d'endettement. Nous faisons tout pour que les plafonds d'endettement sur les années qui arrivent, donc les 3 années, soient réduits. Autrement dit, nous ne reconduisons pas les mêmes plafonds. Surtout qu'on sait que le Gabon avait dépassé le seuil des 70% du PIB prévu dans la sous-région CEMAC en début d'année 2021. Oui, mais pas le Gabon seulement. Ce qu'il faut dire, c'est que l'ensemble de nos 6 États n'ont pas respecté ce critère. Et je pense que dans le monde entier, le critère n'a pas été respecté.
à cause des effets de la pandémie, ce qui est tout à fait normal. Oui. Mais aujourd'hui, nous travaillons pour faire en sorte que nous puissions ramener ce niveau d'endettement en dessous vraiment de 70% et sinon même de 50% sur les 3 ans. Actuellement, nous en sommes où, Madame le ministre? Actuellement, nous sommes à un taux d'endettement de 68%. 68% sur la dette qui est conventionnée. Bien entendu, vous avez à côté de cela une dette que nous appelons la dette à vue. C'est la dette auprès de la BEAC, c'est la dette des instances du Trésor. Donc cette dette-là, elle est, on va dire, c'est une dette qui est déjà à la trésorerie, donc elle ne pose pas de problème. Donc ce que nous surveillons aujourd'hui, c'est la dette sous convention parce que nous avons l'obligation et le devoir de faire en sorte que la stratégie qui est annexée à la loi des finances et votée par les parlementaires soit respectée. Et c'est ce que nous faisons. De la même manière que nous surveillons donc le plafond, je vais terminer, oui. Nous devons aussi surveiller le taux d'intérêt des emprunts. Et ça, c'est vraiment un critère qui est contenu dans la stratégie. Nous avons aujourd'hui une préférence pour des taux d'intérêt fixes, mais nous avons également des taux variables qui, lorsque le cours varie, puisque nous nous endettons en devise, est significatif, c'est-à-dire qu'on a un taux préférentiel. Donc ici, nous surveillons ces critères, mais nous surveillons aussi la devise dans laquelle nous devons nous endetter. C'est peut-être l'occasion, Madame le ministre, de revenir un peu sur ces mécanismes d'emprunt obligataire. Les Gabonais aimeraient mieux comprendre, on entend beaucoup parler ces derniers temps d'emprunt obligataire. Quels sont les mécanismes? Vous parliez de taux, de devises, des mots assez techniques, en français facile comme on dit. Comment expliquer cela aux Gabonais? Quel est l'intérêt pour le Gabon de contracter ces emprunts obligataires? Alors, je vais peut-être prendre l'exemple à l'échelle d'un particulier. Oui. Vous avez des ressources et vous avez un potentiel, c'est-à-dire que vous avez un salaire. Vous allez auprès de votre banque et la banque va essayer de calculer qu'est-ce que vous pouvez soutenir comme emprunt, c'est-à-dire autrement dit, quel est le crédit qui peut vous octroyer. Donc, c'est ce que l'État gabonais fait. Mais l'État gabonais le fait à l'échelle d'un État. Ça veut dire que c'est beaucoup plus important qu'à l'échelle d'un individu. Nous avons des potentialités. Donc, lorsque nous allons auprès de ces institutions ou de ces investisseurs, puisque nous sommes sur le marché financier, l'investisseur va essayer de jauger, donc il va juger, il va voir quelle est votre richesse, quel est votre potentiel, comment se porte votre économie et à quelle hauteur il peut pouvoir participer, vous voyez, à l'emprunt que vous voulez lever. Donc, ce sont tous ces critères qui sont analysés pour que nous puissions effectivement lever les emprunts, que ce soit sur le marché sous-régional, que ce soit sur le marché international. Vous savez, aujourd'hui, depuis 2007, la sortie du Gabon sur le marché financier, nous arrivons vraiment à lever et je crois que nous sommes performants sur le marché parce que nous arrivons à maîtriser les risques qu'il y a sur le marché financier et nous avons une présence continue sur le marché. C'est important pour une économie qui se développe. C'est important pour une économie qui veut aller loin. Donc notre présence sur le marché est nécessaire. Bien entendu, nous sommes d'accord qu'il faut surveiller la soutenabilité des emprunts que nous allons lever sur les marchés financiers. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Madame le ministre. Et vous avez parlé tout à l'heure de 2 task force. Vous concernant dans le PAT, il y a la task force, j'y arrive, de la dette intérieure. Où en êtes-vous avec le remboursement de cette dette, Madame le ministre? Combien avez-vous déjà remboursé en termes de chiffres? Alors sur la dette intérieure, comme vous le savez, il y a un travail qui a été fait, un travail de fourmi. Pourquoi? Parce qu'il était nécessaire de pouvoir rassurer les Gabonais. Vous savez, la question de la dette est récurrente. Donc, il est important que les compatriotes sachent que le gouvernement travaille à ce que la dette qui est payée corresponde effectivement à une réalisation. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de la task force de la dette intérieure qui allait vérifier le service fait. Donc, sur la base de ces résultats, on a ces 450 milliards à payer. Donc, ces 450 milliards sont programmés sur une période de 3 ans. En 2020, nous avons réussi, pour les petits montants qui n'excèdent pas 70 millions, nous avons réussi à payer 4 milliards. Mais cette année, nous sommes en train de payer, au moment où je vous parle, nous sommes en train de boucler une opération sur la base donc, de l'endettement. Nous sommes en train de boucler une opération pour pouvoir payer à peu près plus de 90 milliards, voire 90 milliards de francs CFA de cette dette qui s'est constituée. Donc sur le moyen terme, nous allons pouvoir apurer
cette dette en continuant avec cette même dynamique. Donc nous pouvons rassurer ici en même temps les entreprises que l'État gabonais a produit sa stratégie là purement de la dette qui a été validée par la task force. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça prendra combien d'années à peu près, Madame le ministre, pour rembourser la dette cumulée, la dette publique du Gabon, à votre avis, dans vos calculs? Mais vous savez que la dette d'un pays il faut un minimum de dette, mais nous avons une projection pour ce stock de la dette d'au moins 4 ans. Nous devons pouvoir arriver au moins au raisonnable. Hein. Tout à fait, oui. 4 ans. Je voulais quand même rappeler ici, parce que cette question d'endettement, elle est récurrente. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est la dynamique de la dette. C'est quoi la dynamique de la dette? Dans le même temps que vous vous endettez, vous avez l'obligation de vous désendetter. On ne s'endette pas sans se désendetter, sinon vous ne pouvez pas vous réendetter à un moment donné. Donc le Gabon y tient et nous voulons que nos compatriotes sachent que le Gabon est un bon payeur. Nous avons réussi à rembourser il y a quelques semaines, vous l'avez vu dans l'Union, un remboursement de la dette, l'emprunt obligataire que nous avons contracté en 2016 pour un montant de 98 milliards de francs CFA. Il a été remboursé, ce qui veut dire que le remboursement de cette dette nous donne la possibilité de se réendetter. Bien entendu, en tenant compte de la soutenabilité de la dette, mais surtout de la soutenabilité de nos finances publiques. Donc c'est vraiment essentiel de le comprendre. C'est très important de le rappeler à vos compatriotes qui pensent que la fin du monde peut nous trouver, on serait toujours en train de rembourser la dette. Vie chère et dialogue social, Marielle. Oui, Madame le ministre, je ne vous apprends rien. La vie au Gabon, elle est chère à tous les niveaux, que l'on parle d'alimentation, de loyer. Pour prendre quelques exemples, le bidon d'huile fabriqué au Gabon est passé récemment de 5 000 à 7 000 francs. Et quand vous allez au marché, 3 sardines fumées, Madame le ministre, à 500 francs CFA. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on a l'impression que l'État n'arrive pas à contrôler la hausse des prix? L'État, vous savez, le président de la République a pris des mesures salutaires en matière de lutte contre la vie chère, en faisant en sorte que des produits soient défiscalisés. Donc il y a des produits qui ont été défiscalisés et ce sont les produits de première nécessité qui doivent permettre aux Gabonais moyens, sinon le plus vulnérable, de pouvoir les obtenir. Aujourd'hui, cette stratégie existe, elle est mise en place par le ministère de l'économie, à travers la Direction générale de la consommation et de la concurrence, à travers la Direction générale du commerce qui dépend du ministère du commerce. Il y a tout simplement que, lorsque nous regardons l'indice qui permet de mesurer le niveau des prix, nous avons un indice au niveau du taux d'inflation, nous avons un taux en moyenne de 1,6%. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez effectivement raison, parce que nous avons noté, même l'administration a noté, depuis quelque temps, une flambée de certains produits. Et lorsque nous avons mis nos équipes, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des opérateurs sur la chaîne de distribution qui spéculent sur les prix. C'est au gré de quoi, Madame le ministre? Nous avons également, et ça c'est important de le rappeler, nous avons également, sur la base de l'agrément vie chère qui a été mis en place, nous avons parfois un contournement de ce dispositif fiscal. Et aujourd'hui, les équipes de la Direction générale de la concurrence, les équipes du commerce se sont mises ensemble pour aller faire diligenter ces enquêtes-là et nous attendons. Mais pour avoir des résultats quand, Madame le ministre? Les Gabonais, jusqu'à présent, ne demandent qu'à voir le panier de la ménagère finalement être conséquent. On n'arrive plus à s'en sortir, à joindre les deux bouts, Madame le ministre. S'il faut encore attendre la fin des enquêtes, nous sommes en 2021, est-ce que vous allez aussi nous attendre d'attendre en 2023, à la fin du PAT? Et de nous dire, Madame le ministre, entre nous, quel rôle joue réellement la DGCC, vous l'avez cité, la Direction générale de la concurrence et de la consommation aujourd'hui? Mais le rôle que la DGCC joue est un rôle important. Vous pensez? Vous savez que les Gabonais, vous avez le droit, les compatriotes ont le droit de pouvoir appeler, nous avons un numéro vert qui est le 80-85, qui fonctionne. Nous avons une plateforme qui fonctionne, nous avons mis en place ces dispositifs. Qu'est-ce qui est constaté? Vous avez des faits isolés, parce que vous avez des brigades mises qui vont dans les magasins, qui font ces contrôles de prix. Ils ont prêté serment, Madame le ministre? Ils ont prêté serment et ils se déploient. Peut-être qu'ils sont trop proches aussi des opérateurs économiques, Madame le ministre, vous ne pensez pas? Mais vous ne pouvez pas avoir un contrôleur ou un inspecteur des prix tous les jours devant un magasin. Madame vous ne pouvez pas avoir ça. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque les équipes vont sur le terrain... Ils sont trop proches, Madame le ministre, des opérateurs économiques. Mais il faut qu'ils soient sur le terrain, mais ils ne peuvent pas être, on va dire,
tous les jours sur le terrain. Mais quand même avec parce une certaine que fréquence. vous avez, imaginons un commerçant, je vais prendre l'exemple d'un commerçant qui est dans un coin reculé, qui subit le contrôle de ces inspecteurs de prix. Mais aussitôt que les inspecteurs partent, s'il n'y a personne dans le magasin, il est libre de fixer son prix. Mais nous demandons donc aux concitoyens d'alerter les administrations. Et nous sommes là pour ça. Et c'est ce que nous faisons. Donc sur la base du contrôle qui se fait actuellement, pour les quelques prix qui ont flambé, nous allons avoir des sanctions. Et nous avons même déjà réuni les opérateurs, mon collègue du ministre du Commerce et moi, nous avons réuni ces opérateurs, les importateurs, pour les mettre en garde. Donc nous aurons des sanctions qui vont suivre. On ira jusqu'à retirer, si c'est possible, l'agrément vie chère. On ne demande qu'à voir ça, Madame la Ministre. Je prends un exemple, je gagne 80 000 francs de SMIC, par exemple, je disais, mais avec le coût élevé de la vie, je n'arrive pas à m'en sortir. Que prévoit le pivot social du PAT dans ce cas? Pourquoi il n'y a pas aussi une task force sur le SMIC, Madame la Ministre? Pourquoi pas? Sur le SMIC spécialement, il n'y a peut-être pas de task force, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une task force qui est en train de réfléchir pour pouvoir redéfinir ce que nous avons appelé les Gabonais économiquement faibles. Oui. Nous faisons en sorte, la réflexion dans le plan d'accélération de la transformation, c'est de faire en sorte que les aides, les transferts aillent directement à ces populations vulnérables. Parce que nous sommes d'accord que le fichier sur la base duquel nous avons travaillé jusqu'alors, il y a beaucoup de passe-droits et des individus ou des compatriotes qui se sont inscrits dans ce fichier qui n'y ont pas du tout droit. Donc aujourd'hui, ce fichier, avec ma collègue des affaires sociales qui a fait un travail remarquable, nous sommes en train de redéfinir ce fichier et d'ailleurs même c'est un repère dans les éléments que nous avons avec le Fonds monétaire international qui va être surveillé et il est question de redéfinir et de faire en sorte que les aides et les transferts aillent directement à ces couches les plus défavorisées. Et qui dit aide dit impôt supplémentaire. Effectivement, Madame le ministre, on a remarqué que l'État indexe beaucoup au nombre de taxes imposées aux consommateurs. Il y a la contribution spéciale solidarité, la redevance audiovisuelle et cinématographique, la contribution, sinon le financement du Conseil national de l'eau et de l'électricité, l'impôt sur le revenu. Madame le ministre, on aimerait savoir, les Gabonais veulent savoir où va tout cet argent. Pourquoi, jusqu'à présent, le pays vit encore une certaine crise économique alors qu'on a plusieurs taxes qui sont prélevées au quotidien sur les consommateurs? Alors moi, je préfère déjà vous dire que le Gabon n'est pas le pays où la pression fiscale est plus importante qu'ailleurs. Bon, non, Madame le ministre, pour le cas du Gabon, s'il vous plaît. Bien au contraire, je m'explique. Vous savez, nous avons une déperdition. Ça veut dire que dans la base même de ceux qui cotisent, nous avons beaucoup de compatriotes qui échappent à la taxation. Notre objectif, quand nous mettons en place ces réformes, c'est de faire en sorte que nous puissions élargir l'assiette fiscale. Pourquoi nous voulons l'élargir? Nous l'élargissons pour faire en sorte que la pression fiscale baisse. Vous savez, s'il y a plus de gens qui cotisent, cette pression va être moins importante qu'aujourd'hui. Et nous y attelons. C'est pour ça que nous avons prévu de mettre, par exemple, au niveau de Montboué, un centre d'impôt. Parce que là, vous avez le plus gros des informels, alors qu'ils brassent de l'argent. Donc, c'est une réforme. Vous prélevez déjà 500 francs par jour aux commerçants au marché, Madame le ministre. Au marché, si on prélève 500 francs, ce n'est rien comparable à ce que ceux-là vendent. Il faut vous mettre à la place de l'État, mais également comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Oui. Et les compatriotes doivent le savoir. Si vous permettez que tout le monde vende à même le sol, vous savez ce que ces commerçants-là engrangent comme chiffre d'affaires. Donc 500 francs pour moi, ce n'est rien. Ce qu'il faut, c'est de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus organisés dans des endroits où on arrive à les identifier, où on arrive à prélever l'impôt et pas 500 francs. Donc je pense que tous nos problèmes sont contenus dans cette problématique et tous les ministères sectoriels, parce que c'est une riposte transversale. Le ministère de l'économie, mais le ministère du transport, le ministère de la santé, tous les ministères. Est-ce que le Gabon peut véritablement connaître une crise financière avec autant d'impôts, autant de taxes, Madame le ministre, en réalité? Mais je ne sais pas si on a beaucoup d'impôts. Si vous comparez le Gabon à d'autres pays, je pense que nous n'avons pas beaucoup d'impôts. C'est la raison pour laquelle... Vous ne taxez pas le secteur informel, Madame le ministre. Nous voulons apporter une réponse ici parce que nous avons, par exemple, l'impôt foncier qui n'est même pas encore, on va dire, au niveau de son potentiel. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez, dans ce domaine-là, au niveau de l'habitat, une mise en ordre par le ministre de l'Habitat, heureusement, qui est en train de voir
avec les ministères de l'économie à travers la conservation foncière, comment on fait en sorte que ceux-là qui ont des biens immobiliers puissent avoir une taxation. Dans tous les autres pays, c'est le cas. Donc ce sont ces réformes-là, l'élargissement de l'assiette, mais surtout ces réformes. À côté de cela, vous avez la digitalisation pour faire en sorte que les services fiscaux ou dans les services douaniers, que nous puissions vraiment capter la ressource au moment où nous devons la capter, et sinon faire en sorte que nous minimisons les fraudes qu'il y a. Donc c'est vraiment les réformes qui sont en cours. Madame je le pense ministre, que dans quelques temps, nous aurons des résultats satisfaisants. Madame le ministre, les taxes ne sont pas mauvaises, comme vous le signifiez, mais surtout, les Gabonais veulent savoir où va l'argent qui leur est prélevé. Pour continuer, on a l'impression que lorsqu'un ministre de l'économie est nommé, il a maille à partir avec les régies financières. On se pose même la question, est-ce que finalement, les régies financières sont devenues le symbole du ministère de l'économie? Alors sur cette question, moi-même, avant d'être ministre, je suis d'abord fonctionnaire du ministère de l'économie. Je peux vous assurer que lorsqu'on essaie d'analyser froidement cette question, on peut se satisfaire de ce que ceux qui travaillent dans les régies sont, je ne dirais pas privilégiés, mais ont quand même des conditions acceptables par rapport aux autres ministères. Ça, c'est un fait. Vous savez que depuis que nous avons connu des crises, c'est en dehors de la PIP où on a suspendu ces primes, mais depuis, les primes sont versées, malgré les crises. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a à cœur, et les plus hautes autorités l'ont confirmé par la prise de deux décrets le 24 décembre. Les décrets ont été pris pour permettre que la prime à la performance soit, on va dire, sécurisée, renforcée, et que la prime à l'intéressement spécifique soit également, on va dire, reconduite. Donc les régies financières sont intouchables. Madame le ministre, si vous les touchez, ils vous déstabilisent, ils déstabilisent le gouvernement, c'est cela? Pas du tout. Nous sommes repartis sur une base, on va dire, constructive, une base légale, avec des engagements mutuels. Parce que ce que nous devons dire aux compatriotes, et sinon à ceux qui travaillent dans les régies, mais l'État vous donne, il vous appartient également de faire le service. Et ça, c'est très important. Donc, ils n'ont pas que des droits, mais ils ont également des obligations pour faire en sorte que ces efforts-là que nous mettons dans le panier commun, parce que nous collectons des ressources, soient effectivement mérités. Nous ne pouvons pas avoir à traiter, puisqu'il s'agit de cela, deux agents qui sont au niveau des régies, et un qui ne vient pas, un autre qui est là, qui est assidu et qui produit. Nous ne pouvons Madame le ministre, est-ce que vous ne pensez pas que cette crise entre les régies financières et vous n'est pas due au fait qu'eux, ils sont au courant, ils ont la vérité par rapport à combien gagne l'État sur les taxes? Est-ce que ce n'est pas ça la vraie raison au fond, Madame le ministre? Pas du tout, mais les taxes sont redistribuées. L'entretien des routes se fait par les taxes, l'eau et l'électricité par les taxes, et ainsi de suite. Ils sont mieux placés pour savoir, Madame le ministre, combien l'État gagne. Si nous voulons revenir... Mais ils savent ce que l'État gagne. Vous savez, depuis que ces décrets ont été pris, le 429 et le 428, nous avons ce que nous avons appelé le comité d'administration. Ces syndicalistes et ces personnels siègent au sein de ce comité d'administration. Donc nous avons mis en place tout ce dispositif pour leur permettre de savoir exactement quels sont les résultats qui sont effectivement engrangés par les régies financières. Et sur la base de ces résultats, nous avons donc cette... allocation des primes qui est toujours versée selon que vous le méritez ou pas. Et ça, c'est fondamental. Très bien. Allez, maintenant, Madame le ministre, vous allez répondre aux questions de vos compatriotes sur les questions des populations. Je m'appelle Dieudonné Onza, je suis juriste et politologue. Nous constatons qu'après les emprunts, l'économie au Gabon est tellement aujourd'hui diminuée, je peux dire ça comme ça, parce que tout simplement, les PME et PMI ne sont pas valorisés au Gabon. On a des difficultés pour avoir des crédits, on a des difficultés pour accéder au crédit pour les PME et PMI. Mais lorsque les petits métiers sont négligés, est-ce qu'on peut relancer l'économie? La deuxième chose aujourd'hui, quels sont les leviers pour relancer l'économie? Parce que nous constatons que juste des mots, juste des mots, il n'y a pas la valorisation de la relance économique. J'aimerais savoir, m'adresser particulièrement au ministre de l'économie, savoir quelles sont les stratégies mises en place au sortir de cette situation de Covid-19 et que les stratégies de relance économique que vous avez mises en place pour sortir de cette situation. Est-ce que vous pensez qu'en une année et quelques mois, donc on va dire 2 ans ou trop, que le plan d'accélération de la transformation sera mis en œuvre? Si oui, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour la mise en œuvre de ce plan-là?
quand on sait que beaucoup de Gabonais pensent que ce plan d'accélération est irréalisable? Je m'appelle Monsieur Loba Jean-Pierre. Madame le ministre, je voudrais savoir pourquoi de tous les plans sociaux engagés à ce jour, aucun n'est payé. Le comité de privatisation, par exemple, qui avait été fermé à son époque, ceux-ci étaient engagés à payer une première partie, un 50%, un 25%. Et depuis lors, il manque le dernier quart. Jusqu'à ce jour, les gens attendent. Alors, Madame le ministre, vous avez écouté vos compatriotes. On va aller certainement de façon chronologique déjà. Pour commencer, est-ce qu'on peut relancer l'économie sans les PME? On parlait tout à l'heure de mesures incitatives et le compatriote faisait état de l'accès au crédit qui pose encore problème. Nous voulons vraiment rappeler ici que le ministère de l'économie et le gouvernement tout entier se préoccupent de cette question des PME. Parce que les PME, c'est ce qui fait le tissu économique d'un pays. Or, nous avons, depuis quelques années, effectivement noté qu'il n'y a peut-être pas encore de mesures assez significatives pour pouvoir aider les PME à pouvoir se développer. C'est la raison pour laquelle, dans le plan d'accélération de la transformation, et avec mon collègue du ministre du Commerce, nous avons discuté avec un certain nombre de partenaires financiers pour voir comment on peut mettre en place ce que nous avons appelé un fonds de garantie pour permettre de soutenir les PME. Donc, à court terme, la réflexion à court terme, parce que nous avons commencé ces discussions il y a déjà de cela un moment, les banques sont tout à fait disposées à accompagner les PME, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les PME, celles qui sont en règle, n'ont pas de problème à avoir de crédit aujourd'hui. Et ça, nous avons eu les résultats avec les banques, parce que lorsque la crise de la Covid a frappé toutes nos économies, la Banque centrale avec la COBAC, ils ont mis en place un allègement au niveau des critères, des ratios prudentiels des banques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques ont eu les autorisations pour aller au-delà de ce qu'elles ont l'habitude de concéder aux PME. Mais il faut être en règle pour pouvoir obtenir un financement. Ça veut dire que vous payez vos cotisations sociales, vous payez vos impôts. Oui. Or, aujourd'hui, les PME aussi manquent de discipline. Donc, nous pensons que le dispositif est là et nous allons tout faire pour accompagner les PME de la meilleure manière qu'il soit. Pourquoi les plans sociaux ne sont toujours pas payés dans l'intégralité, Madame la ministre? Alors, ici, je vais vraiment m'inscrire en faux. Parce que lorsque je suis arrivée à la tête de ce ministère de l'économie, nous avons fait le point du paiement des plans sociaux. La plupart des plans sociaux, en tout cas bon nombre, ont été payés. Combien? Sauf la dissolution des 15 établissements qui ont été prononcés il n'y a pas très longtemps. Donc, sur une échelle de 100, les plans sociaux sont payés pour les premières liquidations qui ont été faites. Il se trouve que il y a des plans sociaux qui sont payés. Comment ils sont payés? Vous avez une indemnité légale, donc les droits légaux, mais à côté de ça, vous avez ce qu'ils ont appelé l'indemnité transactionnelle. Et là, vous avez de tout. Parce que la réglementation, puisque ce sont les inspecteurs du travail qui peuvent transiger sur les droits légaux, mais sur les droits transactionnels, il s'agit d'une discussion. Ouais. Mais il est clair que vous ne pouvez pas aligner les droits sociaux au niveau des droits transactionnels. Parce que les droits sociaux, c'est d'abord ce qui vous est dû. Les droits transactionnels, on va dire, c'est quelque chose qu'on vous rajoute, un petit bonus, mais qui ne peut pas excéder le montant du plan social. Donc voilà la problématique. Mais nous sommes d'accord qu'il y a des plans sociaux qui n'ont pas tous été liquidés. Et c'est la raison pour laquelle, dans la loi de finances rectificative et même dans le budget 2022, il est prévu des montants pour pouvoir absorber et payer des plans sociaux qui ne le seraient pas encore en totalité. Les Gabonais vous ont écouté et vous disent merci d'avoir répondu à leurs questions. Mais c'est moi aussi qui vous remercie, Marielle. Merci donc pour vos questions pertinentes et d'avoir apporté donc celles que se sont posées les compatriotes à l'endroit donc de l'invité. Nous allons passer à la deuxième partie réservée au débat. Deuxième partie donc de ce numéro de Face à vous, le débat. Bonsoir, Monsieur Tanguy Oswald Bouyou Mbachi. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le secrétaire du syndicat libre des concepteurs de l'économie, Silicone. Tout à fait. Je peux voir que vous avez pris beaucoup de notes pendant que vous regardiez donc la première partie. Quelles sont les préoccupations que vous avez à présenter à Madame le ministre de l'économie ici sur ce plateau?
Oui, merci beaucoup, M. Mondjo, d'abord pour votre invitation sur ce plateau. Oui, Madame le ministre, tout à l'heure, en vous suivant, vous avez parlé de dialogue social. Pour d'abord rentrer dans le dialogue social. Mais Madame le ministre, nous sommes un peu peinés. Pourquoi? Pour revenir sur le problème des décrets 428 et 429, également sur l'arrêté 221, signé par vous et vos collègues du pétrole et du budget, qui malheureusement ont été pris ou faits de manière unilatérale. Or, le Gabon est signataire de certaines conventions internationales. Également, il y a des lois nationales qui régissent le dialogue social. Or, en notre sens, malheureusement, ces lois n'ont pas été respectées. Je vais prendre comme ça un article de loi. Ouais, un peu rapidement, s'il vous plaît. Un peu rapidement. La loi, notamment l'article 71 de la loi numéro 1/2005, portant statut général de la fonction publique, qui qui dispose que le salaire n'est pas coupé quand la grève a pour revendication justement le salaire dû non payé. Or, dans le décret 429, il est dit que la prime n'est pas due aux agents grévistes. Pour nous, c'est une violation de la loi. Pourquoi? Parce que, Madame le ministre, vous savez que beaucoup d'agents des ministères de l'économie, du budget, du pétrole vivent sur la base de cette prime-là. Donc pour eux, cela constitue un salaire. Et d'ailleurs, même vous-même, lors de nos différentes rencontres, vous l'appelez comme un accessoire de salaire. Nous avons toujours attiré votre attention sur certains articles. Votre question, M. Mbouyou Mbachi, s'il vous plaît. Voilà, ma question est la suivante. Lors de nos rencontres, vous disiez qu'on pouvait rattraper cela. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire par la prise de l'arrêté fin 2021. Est-ce que vous pensez que réellement le dialogue social existe au sein du ministère de l'économie au regard de ce que je viens d'énoncer? Madame le ministre. Vraiment, je voudrais ici rappeler que ici, nous parlons bien de la prime et pas du salaire. C'est un accessoire, mais ce n'est pas le salaire. L'article que vous évoquez, effectivement, ici, il traite du salaire. À ne pas confondre avec la prime. C'est deux choses différentes. Ce qui est dit dans ces décrets qui ont été signés, pris par le gouvernement, le 24 décembre 2020, c'était tout simplement de faire en sorte que le rendement puisse correspondre à ce qui est effectivement réalisé par l'agent public. Et ça, c'est très important. Parce que vous avez le salaire, mais nous parlons de la prime. La prime est forcément indexée au mérite. Nous ne pouvons pas ne pas l'indexer au résultat. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises privées? Je prends le cas des banques. Vous avez ce qu'on appelle les primes de bilan. Mais les primes de bilan ne vous sont données que sur la base du résultat annuel. Aujourd'hui, le ministère, donc les régies financières, à travers ces deux décrets, ont eu, on va dire, moi je pense qu'on a même conforté les régies financières dans l'allocation de cette prime-là. Parce qu'on est venu renforcer un dispositif qui fait qu'aujourd'hui, c'est effectivement dû, mais si et seulement si vous avez atteint les résultats. Et c'est important. Nous avons eu plusieurs réunions pour pouvoir donner cette information-là. Nous avons eu une première réunion au mois d'avril, et d'ailleurs même lorsque les textes ont été pris, nous avons fait une conférence de presse, nous avons vulgarisé ces deux décrets-là. Nous avons discuté avec les syndicats. En avril, nous avons commencé les réunions dans le cadre du comité d'administration, qui certes n'était peut-être pas encore formalisé, mais au 20 avril, nous avons signé cet arrêté qui met en place le comité d'administration, qui permet aux syndicats de pouvoir suivre la réalisation des objectifs. Donc, qu'est-ce qui se fait tous les mois? Nous avons ce dialogue qui commence au sein des régies. Donc, il y a cette évaluation qui est faite de est-ce qu'on a atteint les résultats ou pas. On a des objectifs qui sont fixés dans la loi des finances. Donc, le travail se fait au niveau technique. Après, il y a la signature d'un procès verbal
qui est discuté maintenant et partagé au niveau du comité d'administration tous les mois. Donc nous avons eu effectivement à partager ce PV en mai, mais nous l'avons aussi eu récemment en juin. Et les primes sont données. Donc aujourd'hui, nous savons que le ministère de l'économie ou les régies, d'une manière générale, n'ont pas à pâtir ou à pâlir de ce que la prime aujourd'hui soit indexée sur le résultat. Ça permet d'évaluer la performance et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces au moment où nous avons besoin des ressources. Nous avons besoin d'accroître nos ressources pour le bien-être de tous nos concitoyens. Parce que ce sont ces ressources-là qui permettent justement de mettre en place les politiques sociales que le gouvernement veut mettre en œuvre. Donc nous savons ici que c'est vraiment un outil essentiel. Et depuis que nous avons mis en place ce système, nous voyons effectivement qu'au niveau des régies, les gens travaillent. Et les résultats sont au rendez-vous. Monsieur Bouyou Mbachi, comment arrivez-vous à trouver les mots pour assimiler les primes au salaire? C'est incompréhensible. Vous savez, il y a beaucoup d'agents qui sont en cours d'intégration. Ça veut dire quoi? En fait, des agents qui ne sont pas encore pris en compte par la solde et qui vivent au travers de ces primes-là. Donc, en principe, c'est un salaire pour eux, vu que c'est le seul... Pourquoi vous ne vous en prenez pas à la solde qui ne les a pas codifiés jusque-là? Justement, c'est l'un de nos points de revendication régulièrement relevés. Allez, c'était ma question, mais avant de vous permettre de continuer, allez-y oui, dans le débat avec Madame le ministre. Voilà, donc Madame le ministre, vous savez, nous, du moins les syndicats de régie financière et administration assimilée, nous avons toujours dénoncé un fait. Le 2 poids, 2 mesures, je m'explique. À nous, vous demandez d'atteindre des résultats. Alors que vous savez pertinemment qu'il y a certains ministères, certains agents publics de l'État, qui, quand ils vont chaque 25, ont dans leur salaire leurs primes. La santé, par exemple, l'éducation nationale, par exemple, l'enseignement supérieur, par exemple, et même les forces de défense, pour ne pas les citer. Alors pourquoi demander, faire une fixation sur nous, pour demander à nous des résultats, alors que les autres, on ne sait même pas quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre, mais chaque fin de mois, chaque 25, quand ils vont toucher leur salaire, leurs primes sont déjà incorporées dans leur salaire. C'est la question que nous nous posons. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Alors, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Vous savez, dans ces administrations-là, il y a une surveillance. Au niveau du ministère de la Défense, est-ce que vous savez qu'on va jusqu'à révoquer? Ça, si on va jusqu'à révoquer parce qu'un officier n'a pas fait son travail ou on va dire un adjudant ou ainsi de suite a manqué au devoir de réserve et autres, vous savez ce qui se passe? Il est même dégradé et parfois même radié, a fortiori pour ce qui concerne leurs primes. Il y a une surveillance qui se fait. Donc aujourd'hui, ceux qui sont virés, je suppose, même si je ne dois pas parler à la place des autres, mais je sais que ceux qui sont virés, c'est ceux qui méritent effectivement cette prime. Ils sont virés parce qu'il y a des services qui doivent mettre en place le dispositif pour contrôler est-ce que quelqu'un a atteint l'objectif. C'est cela. Il faut que nous arrêtions de faire l'amalgame ici. Les primes qui sont données au niveau des régies financières ont été, on va dire, sacralisées par le président de la République. Vous voyez, dans le cadre de ces 2 décrets et le gouvernement. Donc aujourd'hui, nous avons ce dû-là. Mais il y a une condition, il faut qu'on contrôle dorénavant l'allocation de cette prime. Vous avez parlé des régularisations, c'est une très bonne chose, mais le gouvernement vous a entendu. Parce que lorsque nous avons fait le point, même depuis le mois d'avril, nous vous avons fait état des avancées qu'il y a au niveau des régularisations. Vous savez qu'au ministère de l'économie, nous avons à peu près 4000 personnes. Vous avez des fonctionnaires et dans ces fonctionnaires, vous avez à peu près 1465 d'agents qui étaient en cours d'intégration. Aujourd'hui, nous avons réussi à intégrer près de 376 agents et nous avons, puisqu'il n'y a pas que le ministère de l'économie, il y a d'autres ministères. Donc nous sommes en train d'engager ce plan de recrutement que le ministre de la fonction publique et le ministère du budget, sur la base de la soutenabilité, sont en train de mettre en œuvre. Absolument. Donc c'est vraiment des avancées qu'il faut donner cette information et M. Mbachi le sait. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes trop privilégié, M. Bouyou Mbachi, et que vous déstabilisez la machine économique avec vos grèves des régies financières? Non, je ne dirais pas ça. Moi, je dis. C'est une question. C'est un bal de sorcières, c'est un bal de vampires, parler comme ça. Pourquoi? Vous savez que chaque emploi
on va parler comme ça, a ses avantages. Je prends un exemple simple. Monsieur Mondjo, vous savez que dans l'éducation nationale, un professeur, par exemple, a la possibilité d'inscrire 2 élèves, du moins dans l'établissement où il enseigne. Et je suis sûr que monsieur Mondjo, si vous tombez malade tout de suite, que vous allez à l'hôpital général, et qu'au même moment, un agent de la santé, ou du moins un agent de l'hôpital général arrive, il sera privilégié par rapport à vous. Avantage dû à la fonction. Nous, malheureusement, peut-être, on nous fait ce process parce que notre avantage, c'est le pécuniaire. Malheureusement, c'est l'avantage que nous avons. Donc, dire que nous sommes privilégiés, bon, je ne sais pas encore. C'est une question, moi j'ai le droit de vous poser des questions, vous avez le devoir d'y répondre, M. Bouyoum-Bati. C'est que nous, on nous fixe les objectifs, tandis que les autres, on ne leur fixe pas. Allez, peut-être prochaine question à Madame le ministre, parce qu'on court vers la fin. Oui, Madame le ministre, voilà, c'est une question qui revient très souvent dans le décret 429, notamment en son article 9. Les administrations centrales ont droit à 15% du montant des montants collectés, on va parler comme ça. Et ce, depuis la signature. Or, aujourd'hui, on assiste à une application à géométrie variable de ce décret. Je m'explique. Certains articles sont appliqués, mais malheureusement, l'article 9 n'est pas appliqué sur la quote-part de chaque entité. Les administrations centrales sont passées à 15%. Mais malheureusement, nous constatons que les montants que nous percevons n'ont pas bougé. Et ce, depuis la signature de ce décret. Question, M. Bouyoum-Bati. Quand est-ce que nous serons alignés sur les 13% qui doivent nous revenir? Et je rappelle à Madame le ministre que depuis 2014, les agents des administrations centrales ont perdu près de 40% du montant de leur prime. 49% entre 2014 et aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, nous avons fait l'effort patriotique de comprendre. Alors, on va laisser peut-être Madame le ministre répondre d'abord à la question. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne que lorsque je vous ai parlé tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas encore là, nous avons perdu à peu près 400 milliards de recettes depuis que nous avons des crises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous ajuster. Et on ne doit pas toujours raisonner en fonction de... Vous avez les régies financières et les services assimilés. C'est ce que vous ne dites pas suffisamment. Vous êtes un service assimilé, une administration assimilée, qui ne peut pas prétendre avoir les mêmes avantages ou les mêmes primes que ceux-là qui sont au contact et qui peuvent être facilement corruptibles. Vous voyez? Donc vous avez par exemple un douanier qui est sur le terrain. Pourquoi les primes sont données? Dans tous les pays du monde, il y a des primes qui sont données pour faire en sorte que ceux-là qui manipulent les fonds soient mis à l'abri de toute tentation. C'est ce qui fonde l'attribution de ces primes. Vous n'avez pas dit le contraire. Mais vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, ceux-là ont les primes qu'ils méritent. Oui, et vous avez la vôtre. Oui, Madame le ministre. Voilà. Nous sommes d'accord. Donc vous ne pouvez pas ici parler de discrimination. Non, mais Madame le ministre, pas possible. Je précise, je disais que l'article 9 précise bien que les administrations centrales ont droit à 15% des montants recouverts. 2% pour le fonctionnement et 13% qui sont censés être repartis aux agents. Or, aujourd'hui, depuis que le décret est appliqué, les agents des administrations centrales, donc les fameuses 13%, n'ont toujours pas vu leur montant, bouger. Alors qu'en principe, avec cette nouvelle clé de répartition, on aurait dû quand même sentir une évolution au niveau des montants. Mais vous parlez donc d'une géométrie variable, un problème. Géométrie variable, parce que certains articles sont appliqués, mais d'autres articles ne le sont pas. À l'exemple de l'article 9. Pas du tout. Vous avez mal lu le décret. Il n'y a pas de discrimination à ce stade. Vous avez la prime et l'enveloppe qui vous revient. Et les régies financières ont la prime et l'enveloppe qui leur revient. Donc vous ne pouvez pas ici faire l'amalgame. Je comprends qu'il y a au niveau des administrations centrales, peut-être que toutes ne sont pas traitées au même niveau, mais là également, il y a une raison. Il y a une raison. Parlez clairement. Si vous voulez indexer, vous ne pouvez même pas le faire parce que lorsqu'on fait le bilan, vous n'avez pas les mêmes apports que les autres. Moi, je pense que les décrets tels qu'ils ont été pris ont permis de rassurer tout le monde. Ce qu'il faut et ce que nous devons retenir, c'est de faire en sorte que les régies financières et les services du ministère de l'économie puissent effectivement optimiser et augmenter le captage des ressources par l'État. Et ça, c'est important. Donc, nous devons y travailler. Nous devons aller au-delà.
Parce que moi, ce que je veux aussi avec les syndicats, puisque le dialogue social, il existe, et madame, ça, vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas. Allez-y, je vais Voilà. juste apporter une précision. Que depuis que les comités d'administration se tiennent, ils ne se tiennent qu'avec un seul groupe. C'est-à-dire que les centraux, par exemple, et les gestionnaires ne sont pas représentés. Je ne vais pas citer les camarades avec qui les comités d'administration se tiennent. C'est peut-être une information que vous n'avez pas, que je vous apporte. Mais je vous dis que depuis 2 mois maintenant, alors qu'on était parti sur la base d'une représentativité rotative, mais aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a qu'un seul groupe. Lequel? Il est composé de qui, ce groupe? Vous avez le droit de parler ici, voilà. Sinon vous ne le ferez pas ailleurs. En fait, il n'y a que la FECOREFI qui ne tient pas au comité d'administration. Et la FECOFI, c'est, s'il vous plaît? La Confédération, D'accord. la Fédération des collecteurs et régies financières. Et pour vous, c'est un problème? Voilà, parce que... Madame le ministre. C'est un problème parce que l'arrêté stipule bien que chaque groupe a droit à un représentant. Ce qui déjà n'est pas normal parce qu'en principe, dans le dialogue social, la parité est de mise. La parité est de mise. Ça veut dire que si l'administration a 10 représentants, les syndicats sont censés être représentés par 10 personnes. C'est au courant de cela, Madame le ministre. Malheureusement, En fait, ce qui se passe, les syndicats doivent s'organiser. Vous savez, dans nos administrations, nous avons 3, 4, parfois 5 syndicats. Ce n'est pas normal. Vous devez vous consulter et nous vous l'avons dit depuis la première réunion. Il faut que vous arriviez à désigner. Et nous avons fait des courriers à toutes ces centrales pour qu'on désigne le représentant, quitte à faire le tour au niveau du comité d'administration. Jusqu'à présent, nous n'avons pas une situation claire, nous n'avons pas un retour clair. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez été au comité d'avril, vous n'avez pas été aux 2 derniers comités. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ce comité, les 2 derniers comités, il a été question purement de pouvoir vérifier l'atteinte des objectifs par les régies financières. Il y a plusieurs problématiques qui vont être abordées au niveau du comité d'administration. Et à ce moment, nous aurons tous les représentants. Mais nous voulons avoir les représentants de vos syndicats. Si vous ne nous transmettez pas les représentants, mais nous n'avons pas quelqu'un qui est désigné. Parce que vous venez toujours... chacun vient toujours en nombre, Madame rhétorique, alors qu'il faut un seul représentant. Vous vous désignez et puis nous, on va tout simplement le Ce sera malheureusement votre dernière prise de parole. Madame le ministre, rapidement, le travail préalable il avait été dit que le travail préalable devait se faire dans les directions générales et qu'ensuite, on se retrouverait au comité d'administration. Mais qu'à cela ne tienne rapidement, vous savez que les montants actuels que nous percevons, notamment pour les services centraux, sont issus d'une négociation qui avait eu lieu à la présidence de la République. Je vais rapidement. Nous étions tombés d'accord que jusqu'au mois de juin 2018, on devait perdre 30% de nos primes. Or, nous constatons que depuis que le mois de juin 2018 est passé, c'est ce montant-là que nous percevons jusqu'à aujourd'hui. Nos primes n'ont plus jamais retrouvé leur montant d'avant. Oui. Nous, notre question, c'est de savoir quand est-ce nos montants issus avant l'accord de la présidence de la République seront à nouveau de mise. Donc nous montons réel de primes. Oui. Parce que là, ce n'est que Madame le ministre va répondre pour votre dernière prise de parole. Madame le ministre. Oui, monsieur Mbati, je pense que vous ne vous êtes pas approprié les 2 décrets. Parce que ces 2 décrets viennent mettre un terme à tous les accords précédents. Et nous vous l'avons dit depuis le mois d'avril. Ce que nous vous disons aujourd'hui, parce que vous parlez du comité technique, mais dans vos administrations, quelles sont les ressources qui nécessitent que vous puissiez évaluer les ressources? Ce sont les régies financières qui le font. Et ça, vous le savez, le décret est clair. Ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous organiser pour désigner au niveau de vos syndicats un seul représentant qui pourrait être remplacé au fur et à mesure que nous tenons les réunions du comité d'administration. Donc nous sommes vraiment ouverts et nous voulons que les syndicats aussi portent ce message. Parce que vous savez, aujourd'hui, il s'agit de quoi? Il s'agit d'optimiser les ressources. Mais les syndicats doivent veiller à ce que nous continuions à avoir ce niveau de ressources. C'est pour ça que je demande aux syndicats, même parfois, d'aller faire également la promotion de ces 2 décrets auprès de leurs adhérents pour qu'ils travaillent et qu'ils nous ramènent les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, je vais C'est de cela dont il est question. Oui, je vais mettre dans l'obligation de mettre un terme à ce débat, mais le dialogue se poursuit entre vous partenaires au niveau du ministère. Parce que c'est ici aussi un plateau où vous avez le droit de recevoir l'invitation du membre du gouvernement. Madame, vous êtes à la tête d'un ministère clé dans la réalisation du PAT, j'ai envie de dire un ministère charnière. Et pour cela, je vous donne 30 secondes pour passer un message concret à vos compatriotes pour
leur donner de l'espoir et de croire en ce PAT, Madame le ministre, face caméra? Je voudrais vraiment ici, avec les orientations qui ont été données par le président de la République et tout le travail qui se fait, conduit par Madame le Premier ministre, le gouvernement est en train de mettre en place le plan d'accélération de la transformation. Ce plan d'accélération va faire en sorte que les populations aient ce mieux-être et c'est fondamental. Mais pour cela, nous devons travailler d'arrache-pied. Je veux dire aujourd'hui que le Gabonais ne doit plus être, on va dire, spectateur de ce développement. Pour ceux qui sont actifs, il faut effectivement être un acteur de ce développement. Et c'est pour cette raison que, en ma qualité de ministre de l'économie, j'incite les contribuables à plus de civisme fiscal qui pourra nous permettre d'atteindre un niveau de fiscalité qui permette de faire baisser la pression de la fiscalité au niveau du Gabon. C'est la même chose avec le Fonds monétaire international où nous avons effectivement bâti tout un programme qui permettra ici de relancer la croissance, mais surtout de rétablir durablement les équilibres macroéconomiques. Donc je voudrais demander aux Gabonais d'y croire. Merci Madame le ministre de l'économie, Madame Nicole Janine Lydie Roboti Mbou. Merci aussi à vous, Monsieur Tanguy Oswald Bouyou Mbati, secrétaire général du syndicat libre des concepteurs de l'économie Silicone. C'est la fin de ce numéro de Face à vous. On va se retrouver prochainement. Entre-temps, portez-vous bien.